Quand on me parle d'intelligence artificielle, mes neurones s'emballent. Je me mets à faire des 0 et des 1 dans tous les sens. Je repense à Skynet, la cruelle intelligence artificielle qui prend le pouvoir dans Terminator. Dans 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, on est bien d'accord que c'est HAL 9000, le superordinateur, qui est le personnage principal. Et j'adore détester Ultron, le robot pensant qui veut éliminer l'humanité juste parce que c'est logique et donne bien du mal aux Avengers, les super-héros Marvel. Il faut avouer tout de même que le point commun de toutes ces machines, c'est qu'elles ne veulent pas forcément le bien des êtres humains. Et elles ne sont pas réalistes, du tout. Les IA de la vraie vie sont bien différentes. Elles nous facilitent la vie, ou essaient, parce que j'ai le sentiment qu'elles nous la pourrissent un peu parfois. Elles sont loin d'être parfaites et surtout, elles sont programmées pour une tâche et elles ne peuvent pas faire autre chose. Les algorithmes nous entourent, ils sont partout. On les trouve dans nos smartphones, dans nos ordis, dans la cuisine et même dans nos chambres à coucher. Ce sont encore des algorithmes qui veulent influencer nos choix de voyage, lorsqu'on veut réserver un billet de train ou d'avion par exemple. Les IA nous recommandent aussi, à nous, et rien qu'à nous, les meilleurs programmes à regarder sur Netflix, Prime Video ou Disney+. Les plus connus s'appellent Google, Siri, Alexa, et elles apprennent de nous et de nos données, pour mieux nous servir, disent ses concepteurs. Bonjour, je m'appelle Éric Naon. Je suis journaliste et directeur adjoint d'IPJ, l'Institut pratique du journalisme de Dauphine, Paris Sciences et Lettres. J'ai toujours été un peu geek, passionné par les évolutions technologiques, qu'elles soient liées au journalisme ou à la vie de tous les jours. Et je suis très heureux de présenter ce premier épisode du podcast Ex Machina, l'ère des algorithmes, préparé par Dauphine Numérique. Dans ce podcast, nous allons aborder tous les mois l'impact des IA et des algorithmes au travers de l'expertise de chercheuses et de chercheurs de Dauphine dans des domaines aussi variés que la programmation, les mathématiques, les computer science, mais aussi la sociologie du travail, les sciences de l'environnement, le marketing ou l'économie. Dauphine Numérique, c'est un projet de recherche qui vise à comprendre l'IA et ce que son arrivée dans notre quotidien implique pour nous, les petits humains. Vous vous intéressez aux machines qui apprennent depuis longtemps ? Ou bien vous passez par hasard depuis une plateforme de recommandation de podcast, justement ? Ex Machina s'adresse à vous. Parce que l'ère des algorithmes nous concerne toutes et tous, une fois par mois, nous prendrons une demi-heure pour comprendre. Alors, nous voici dans les studios d'IPJ, l'école de journalisme de Dauphine. J'accueille pour cette leçon inaugurale Pauline Barraud de Lagerie, maîtresse de conférences à Dauphine, chercheuse au laboratoire de recherche en sociologie et sciences politiques de Dauphine. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, Pauline. Vous réfléchissez à la responsabilité sociale des entreprises et vous avez récemment mené une recherche autour des plateformes de micro-travail. Nous verrons que ces problématiques sont bien plus liées à l'intelligence artificielle qu'on pourrait le croire au premier abord. En face de vous, Yann Chevalère, professeur à l'Université Dauphine, co-directeur du département mathématiques informatique. Yann, vous êtes professeur d'informatique, chercheur en apprentissage automatique, soit pour le commun des mortels, enfin je crois, chercheur en intelligence artificielle. Bonjour. Bonjour Eric. Commençons par le début. Ce serait l'ensemble des technologies et des techniques qui permettent à une machine d'apprendre des choses exactement comme le ferait un cerveau humain. Est-ce que ma définition est trop simpliste, Yann Chevalère ? Alors la question de qu'est-ce qu'une intelligence artificielle, c'est une question très complexe. C'est une question qui nous glisse un petit peu entre les doigts parce que dès lors que quelque chose devient réalisable par une machine, les gens considèrent que ce n'est plus de l'intelligence, c'est juste des techniques, que ce soit des statistiques ou d'autres techniques liées à la programmation. Alors, donc l'intelligence artificielle a une très longue histoire. Ça démarre grosso modo dans les années 40 avec les travaux d'Alan Turing. Et à cette époque-là, ce qu'on considérait comme des problèmes liés à l'intelligence artificielle, c'était beaucoup la résolution de jeux. Donc par exemple, le fait de programmer une machine capable de jouer aux dames ou aux échecs, ce qui a commencé dans les années 40 et 50, c'était considéré comme vraiment le summum de l'intelligence. Et à partir du moment où ces tâches ont pu être réalisées, donc comme je vous disais dans les années 40 et 50, la question de qu'est-ce qui est intelligent, ça a dévié sur d'autres problématiques. Donc par exemple dans les années
60-70, on a plutôt considéré que ce qui était intelligent, c'est toutes les tâches que savait résoudre un enfant de 3-4 ans. Donc c'est le fait de marcher dans le monde, c'est le fait de pouvoir saisir des objets, c'est le fait de pouvoir piloter son corps qui est avec un nombre incalculable de muscles et de capteurs sensoriels. Donc vous voyez que c'est très très éloigné du problème de battre un humain au jeu d'échecs. Et vous, Pauline, en tant que sociologue, qu'est-ce que vous pensez de l'intelligence artificielle? Qu'est-ce que c'est pour vous? Alors, ce que je voudrais surtout mettre en avant, c'est, comme Yann, la longue histoire de ce terme. Et depuis 1956, la date de l'apparition vraiment du terme, on a vu plusieurs vagues autour des espoirs et en même temps des craintes de l'intelligence artificielle. Et c'est peut-être autour de ce mot, intelligence artificielle, que se cristallisent ces fantasmes, parce que le terme donne l'impression de choses quasi humaines qui pourraient intervenir chez les machines. Et jusqu'au film Her, avec, vous vous rappelez, on pouvait tomber amoureux d'une intelligence artificielle. En fait, si on parle d'apprentissage automatique, machine learning, d'apprentissage profond, deep learning, tout de suite, ça fait un peu moins rêver. Et pourtant, j'ai l'impression que c'est un peu ça aussi, Yann nous en dira plus, mais qu'il y a derrière l'intelligence artificielle. Et donc, quelque chose qui relève de la capacité des machines à résoudre des problèmes. Alors, actuellement, il y a des grands progrès. On voit les grands progrès, par exemple, sur la traduction automatique. Où on voit que maintenant, les logiciels sur Internet sont extrêmement performants. Donc, d'où les forts espoirs aujourd'hui autour de l'intelligence artificielle. Mais voilà, je pense que du point de vue du sociologue, il faut remettre l'intelligence artificielle à sa juste mesure, à sa juste place d'un apprentissage très performant, mais d'un apprentissage de machine. Alors, avant de rebondir sur justement la machine qui bat aux échecs ou la machine qui bat au Go, Pauline, vous avez prononcé le terme d'apprentissage automatique. Apparemment, ça a l'air d'être quelque chose d'assez fort dans le domaine, le machine learning, l'apprentissage automatique. On parle de quoi exactement? Alors, pour resituer par rapport au terme d'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique, c'est une partie des techniques en IA qui sont capables de, par exemple, faire de la traduction automatique ou résoudre des problèmes complexes. C'est-à-dire que pour résoudre un problème comme la traduction, on peut soit essayer d'implémenter toutes les règles de traduction que certains linguistes auraient élaborées, et à ce moment-là, on a un algorithme de traduction qui n'est pas basé sur de l'apprentissage, qui est juste basé sur des règles d'experts, où on peut, si on pense que la tâche que je viens de décrire est un petit peu utopique, plutôt demander à une machine d'essayer d'apprendre en fonction d'exemples qu'on lui aurait montrés. Donc, on va par exemple lui montrer un corpus de texte en français, et chaque phrase, on va lui montrer la phrase traduite en anglais correspondante, et la machine va développer un algorithme qui est capable, étant donné une phrase en français, de produire une phrase en anglais, uniquement à partir du corpus qui lui aura été donné. Voilà. Donc encore une fois, ça c'est une partie qui est relativement dominante actuelle des techniques d'intelligence artificielle. Voilà. Tout l'intelligence artificielle n'est pas de l'apprentissage. Mais donc une machine, ça n'apprend pas tout seul. Alors effectivement, une machine, ça n'apprend pas tout seul. Donc comme je viens de le dire, il faut, dans ce type d'apprentissage qui s'appelle l'apprentissage supervisé, il faut un corpus. Donc un corpus d'exemples de phrases en français associées à des phrases en anglais. Donc la traduction, c'est l'une des tâches qu'on peut demander à une machine de résoudre par apprentissage, mais il y en a plein d'autres. Il y a jouer aux échecs, il y a produire un diagnostic à partir de critères cliniques. Il y a beaucoup de choses. Mais lorsqu'on est dans le cadre de ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé, il faut que la machine dispose de données, d'énormément de données. Et à chaque fois qu'elle dispose, par exemple, des paramètres cliniques et du diagnostic produit par un expert, pour ensuite réussir elle-même à prédire un diagnostic à partir uniquement des paramètres cliniques. Et vous, Pauline, vous avez finalement ausculté l'apprentissage automatique, mais d'un autre côté, en fait, du versant des personnes, parce qu'il y a des humains derrière, qui nourrissent la machine, si je peux m'exprimer ainsi. Alors en effet, pour traiter des données, il faut en effet de grosses bases de données qui peuvent être captées par différents moyens, par des traces, par exemple traces numériques ou d'autres moyens. Et l'une des manières de collecter des données, c'est de les acheter. Et du coup, de payer pour ça des micro-travailleurs. Donc, c'est la population sur laquelle j'ai travaillé avec mes collègues Julien Gros et Luc Sigalo-Santos. Les micro-travailleurs, ce sont des internautes, de simples internautes, à qui sont confiées des tâches élémentaires, très simples, micro-tâches, qui sont payées de micro-rémunération. Donc,
parmi les exemples de tâches, il peut y avoir de traduire un bout de phrase de quelques mots, d'identifier sur une photo s'il s'agit d'un chien, d'un chat ou d'un hippopotame, de faire un geste devant une caméra, ou encore de dire une phrase. Et tous ces éléments-là sont agrégés, mis ensemble et vont permettre ensuite de nourrir des intelligences artificielles qui ont vocation à être implémentées dans des robots domestiques, des GPS, des logiciels de reconnaissance faciale ou autres types d'instruments de ce type. Yann Chevaler, vous connaissez donc bien ces plateformes. Est-ce que vous les utilisez au quotidien? Je n'ai jamais utilisé de plateforme de crowdsourcing, mais j'ai utilisé des données issues de plateformes de crowdsourcing. Donc, ça fait évidemment partie des données qu'on utilise dans nos recherches parce qu'elles sont précieuses, parce que disposer, par exemple, de bases de données de centaines de milliers d'images entièrement décrites à la main, c'est un travail. Et pour nous, c'est extrêmement précieux pour réaliser des algorithmes capables de reconnaître des objets dans des images, par exemple. Pour incarner ça de manière concrète, l'utilisation de vos travaux, ce sont des algorithmes qui vont faire quoi? Qui vont aider à quoi ensuite? Alors, donc moi, l'un de mes champs de recherche, c'est l'apprentissage artificiel, le deep learning, c'est-à-dire l'apprentissage profond. C'est aussi ce qu'on appelle les réseaux de neurones artificiels profonds. Donc l'idée, c'est l'idée du biomimétisme, c'est-à-dire qu'on sait bien que le cerveau est une fantastique machine à apprendre, et on a essayé de reproduire des algorithmes qui imitent de façon plus ou moins réaliste, le fonctionnement de l'apprentissage dans le cerveau. Alors je dis de façon plus ou moins réaliste parce qu'en réalité, ce sur quoi on s'applique, ce sur quoi on s'appuie, c'est un modèle des réseaux de neurones qui date des années 40. Donc c'est un modèle, même à l'époque, il était déjà relativement dépassé. Donc pour être assez synthétique, dans les années 40, on considérait qu'un neurone, donc il y en a à peu près 1000 milliards dans le cerveau, un neurone, c'est une entité qui agrège des informations en provenance d'autres neurones et qui le renvoie à d'autres neurones. Donc l'agrégation se fait comment? Il y a des signaux sous forme de signaux électriques qui arrivent vers ce neurone. Ces signaux sont soit amplifiés, soit réduits, ensuite agrégés, et ils sont envoyés vers d'autres neurones. Donc si on regarde la modélisation mathématique qui était faite dans les années 40 de ce principe-là, amplifier ou réduire, ça consiste simplement à multiplier un signal par un grand nombre ou un petit nombre. Et ensuite agréger, ça consiste simplement à faire une somme. Donc on voit que simplement avec des multiplications et des additions, on peut reproduire grosso modo le fonctionnement de ce qu'on imaginait être un neurone à l'époque. Et les réseaux de neurones courants, ce sont des réseaux de neurones qui sont basés tout simplement sur des multiplications et des additions pour amplifier ou réduire des signaux et les agréger, mais un très 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 grand nombre de multiplications et d'additions, des dizaines et des dizaines de milliards, afin de produire un résultat, que ce soit la traduction d'une phrase ou que ce soit la reconnaissance d'un objet dans une image. Alors, ces réseaux de neurones, ils ont besoin d'être appris. C'est-à-dire qu'au tout début, il y a énormément de valeurs numériques, de nombres qui sont dans ces réseaux, qui correspondent à peu près aux forces des synapses dans le cerveau. Donc les synapses que je vous ai dit, ça peut amplifier ou réduire un signal. Dans les réseaux de neurones, on met des milliards de nombres qui vont être grands pour amplifier ou petits pour réduire. Et au début, on les choisit au hasard. C'est comme si on tirait un dé, l'ensemble des valeurs, des paramètres d'un réseau de neurones est choisi complètement au hasard. C'est-à-dire que le réseau de neurones au début, quand on lui montre une image et qu'on lui demande qu'est-ce qu'il y a sur l'image, il répond absolument n'importe quoi, parce c'est un programme qui fait absolument n'importe quoi. Et il y a un deuxième programme qui va se rajouter par-dessus, qui est un programme d'apprentissage, qui va petit à petit ajuster les paramètres du réseau, de telle sorte que le réseau commence à produire des résultats cohérents et consistants, surtout avec les données qu'on lui a fournies. Donc pour faire ça, c'est un petit peu, pour simplifier, de l'essai-erreur, c'est-à-dire qu'on bouge les paramètres, on change les paramètres du réseau comme si on tournait des boutons d'une machine, on regarde si le réseau marche mieux ou moins bien, s'il fait moins d'erreurs de prédiction ou plus. S'il en fait moins, on garde les paramètres, on va en changer un autre. S'il en fait plus, on revient au jeu de paramètres précédent.
C'est un vrai travail de fourmi et maintenant on comprend bien mieux à quoi servent les données sur lesquelles vous avez travaillé, Pauline. Vous saviez, vous, à quoi servaient ces plateformes de manière aussi fine? Et qu'avez-vous observé justement sur ces plateformes de micro-travail? Qui sont finalement les personnes, vous dites des internautes, mais peut-être avez-vous des profils aussi un peu plus détaillés des personnes qui utilisent ces plateformes? Alors les plateformes de micro-travail, elles sont plusieurs déjà. La première d'entre elles, hein, c'est Amazon Mechanical Turk, hein, qui avait été créée en 2005, donc par le géant Amazon, hein, qui s'était rendu compte que ces stocks étaient remplis de doublons et que en fait pour résoudre le problème des doublons dans ces stocks, l'intelligence humaine était plus efficace, ou en tout cas peut-être moins chère que l'intelligence artificielle. Et donc c'est de là qu'est venue cette idée d'avoir recours à des humains pour traiter des petites tâches. Amazon Mechanical Turk a fait des petits, hein, vous avez toute une série de plateformes, Clickworker, Crowdflower qui est devenu Figure8, Microworker. Et nous, avec mes collègues, on a travaillé sur une plateforme qui s'appelle Full Factory, qui est beaucoup plus petite, hein, que Amazon Mechanical Turk, mais qui est une plateforme française, hein, donc sur laquelle on a conduit notre investigation pour justement, hein, répondre à la question que vous posez: qui sont ces individus qui réalisent des micro-tâches pour des micro-rémunérations? Il faut vraiment savoir que les tâches, hein, qui sont demandées, c'est des tâches de quelques secondes, quelques minutes, payées quelques centimes d'euros. Donc on est vraiment sur, les plateformes portent bien leur nom, hein, micro-travail et crowd working ou crowdsourcing, parce que on estime qu'on transmet les tâches à une foule d'internautes, donc les deux crowd. Ce qu'on a observé avec mes collègues, hein, c'est qu'en fait de foule, on a plutôt une poignée de micro-travailleurs qui font tourner la plateforme et qui sont, pour ceux qui sont vraiment les plus gros contributeurs, des gens qui sont dans une situation relativement plus précaire que les internautes qui viennent de temps en temps juste réaliser une petite tâche par-ci par-là. Donc des profils assez variés. D'accord. Et quand on a préparé un petit peu cet entretien, vous m'avez dit, Pauline, vous aussi, Eric, vous nourrissez la machine, et les internautes nourrissent la machine. Voilà. Est-ce qu'on nourrit la machine sans le savoir? Je m'adresse également à Yann et à Pauline. Alors, pour continuer, hein, sur la lancée du micro-travail, donc le micro-travail, une configuration, hein, où des gens sont inscrits sur une plateforme et demandent des tâches, les réalisent contre rémunération. Et donc, dans ce cas-là, les termes sont explicites, bien que assez peu clairs, hein, puisque finalement, ce sont des travailleurs sans statut, sans protection sociale, et avec une rémunération qui les amène, hein, à des revenus vraiment très faibles. À côté de ça, effectivement, on peut estimer qu'il y a un continuum qui va de ces internautes qui sont amenés à contribuer sur une plateforme dédiée et l'internaute lambda, vous, moi, qui, en naviguant, laisse des traces partout qui sont utilisées par ceux qui voudront faire de l'intelligence artificielle pour nourrir leur intelligence artificielle. Entre ces deux profils, donc le micro-travailleur et puis l'internaute qui passe et qui laisse une trace, il y a des cas un peu limites, comme le cas du CAPTCHA. Vous savez, ces petites boîtes où il faut indiquer si vous voyez un feu tricolore, ou parfois on vous demande de d'écrire en tapuscrit, hein, un mot écrit en manuscrit. Tout cela, effectivement, est explicitement demandé comme un moyen de vous identifier comme un humain et pas comme un robot, mais est utilisé ensuite, notamment dans le du reCAPTCHA de Google, pour nourrir l'intelligence artificielle, hein, puisque du coup, en ayant les feux, on aide les voitures automatiques. Oui, donc je suis micro-travailleur bénévole quand je remplis du CAPTCHA. Donc, pour rebondir sur ce que tu disais, absolument toutes nos activités ont de la valeur pour les géants de l'Internet, toutes nos activités en ligne. Par exemple, quand on fait une recherche Google et qu'on va cliquer sur le 3e lien plutôt que le premier, on informe Google que les résultats qu'il nous a donnés n'étaient pas absolument parfaitement pertinents et qu'il a une potentialité d'améliorer son algorithme en remontant le 3e lien plutôt que le premier parce que c'est celui qui est plus pertinent pour nous. Donc, quasiment tout ce qu'on fait a de la valeur pour que les algorithmes d'IA des grandes entreprises s'améliorent. Voilà. En fait, moi, je voulais juste rebondir sur cette idée que les travailleurs travaillent pour l'IA. Je trouvais que finalement, il y avait quelque chose de dystopique parce que l'utopie vendue avec la robotique, avec l'intelligence artificielle, c'était que ces technologies allaient libérer un petit peu les gens. Et finalement, les gens se retrouvent à faire vraiment les tâches les plus basiques, les plus répétitives, les plus pénibles,
au service d'une IA. Donc je trouve que c'est un petit côté dystopique étrange. Oui, et l'image du Turc mécanique est intéressante, parce que le Turc mécanique, cette idée, cet objet qui existait au XVIIIe siècle, où on pensait qu'un joueur d'échecs en bois était devenu meilleur que certains humains. En fait, il y avait un humain caché dans la boîte. Et en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, donc Amazon a un peu ironiquement repris ce terme-là pour appeler son logiciel Amazon Mechanical Turk. Au-delà de l'ironie d'Amazon, on peut utiliser cette image-là pour avoir une approche un peu critique du système dans lequel on se trouve, puisque derrière ces micro-travailleurs, il y a une invisibilisation de leur travail. Comme le dit Yann, en fait, le discours qui est tenu est souvent celui de l'intelligence artificielle. On croit que ça a été fait par des machines. Et les utilisateurs d'intelligence artificielle se gardent bien de dire qu'en fait, il y avait des humains derrière. Donc, il y a comme ça une tendance à l'invisibilisation d'un travail qui, par ailleurs, est effectivement relativement ingrat, mal payé, rébarbatif, qui est problématique. Oui, et la notion de libérer, de nous aider à choisir nos voyages, à nous recommander des films, à nous aider à guider, une navigation pour ne pas être que dans le loisir, piloter une voiture à notre place, nous libère de certaines tâches. Souvent, on ne le sait pas, qu'il y a finalement beaucoup de gens, sur ces gens, vous m'avez dit, Pauline, des personnes, un petit peu précaires, mais j'imagine qu'il y a de tout. Ou est-ce qu'on est vraiment dans des groupes de personnes très ciblés dans ce crowd working? Alors, il y a de tout. En réalité, le business model de ces plateformes, enfin la promesse qu'ils font aux usagers, c'est quand vous avez quelques instants, venez. Plutôt que de perdre votre temps à faire un solitaire sur votre téléphone, vous allez gagner quelques centimes d'euros en faisant une tâche. Dit comme ça, le message attire assez largement et dans notre échantillon, on a trouvé des gens qui étaient, y compris très diplômés, avec des bons revenus, et qui faisaient ça parce que ça les amusait, pour le plaisir, pour, voilà, parce qu'ils avaient un jour, rejoint la plateforme et que quand ils avaient effectivement un temps mort, ils utilisaient ce temps mort pour faire des tâches. Le profil, de ces gens qui utilisent des temps morts, pour faire des tâches est un profil, intéressant, on va dire presque métaphysiquement. C'est-à-dire que des gens sont prêts à utiliser le moindre bout de minute pour gagner quelques centimes d'euros. Mais c'est pas celui où se joue le problème de la précarité. Effectivement, le problème de la précarité, il est plutôt sur la frange qui a une pratique plus intensive de ces plateformes-là, qui peuvent y passer, y compris des journées entières, avec en plus un déficit de tâches à effectuer. Donc, ils passent aussi beaucoup de temps à attendre des tâches. Et donc, ce sont des gens qui ont des profils déjà initialement plus précaires, en situation de chômage, en situation de revenus amoindris, et qui vont passer beaucoup de temps à attendre des tâches qui, au total, leur rapporteront peu d'argent. Nos données font état de quelques dizaines d'euros gagnés mensuellement. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui ne permet pas du tout de vivre. Où se trouvent les principales, IA aujourd'hui? Est-ce qu'on est dans les réseaux sociaux, dans les robots domestiques, dans des applications, civiles ou militaires? Je dirais que c'est dans tout ça à la fois et en particulier, donc quand on parle d'IA, on parle souvent, en général de réseaux de neurones artificiels comme je les ai décrits et c'est des algorithmes relativement proches, des réseaux de neurones artificiels relativement proches qui se trouvent à la fois dans les drones militaires, dans les moteurs de recherche. C'est toujours un petit peu les mêmes modèles qu'on trouve et plus ça va en recherche en IA et plus on observe une sorte d'unification des modèles sur les différentes applications. C'est-à-dire que qu'on soit dans le domaine militaire, de la santé ou autre, on voit toujours à peu près les mêmes réseaux de neurones. Et au niveau de la recherche, évidemment, nous, ce qui nous intéresse, c'est comme les physiciens, essayer de trouver le saint graal, la formule de l'apprentissage. Et c'est ce vers quoi on essaye de s'orienter indépendamment des applications. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir en tête que pour les micro-travailleurs, la destination de leur travail est relativement inconnue. Justement, tous les exemples donnés par Yann, c'est des exemples que les micro-travailleurs n'ont pas en tête. Ils savent souvent pas ce qu'ils font. Alors parfois, si, ils se doutent que s'ils disent une phrase, c'est probablement pour aider un robot domestique à reconnaître des questions, quel temps fait-il aujourd'hui, etc. Mais dans d'autres cas, il y a une forme de flou sur à quoi va servir mon micro-travail. Et ça peut être un peu problématique parce que, voilà, dans les usages militaires, par exemple, peuvent, au bout du compte, être contraires à certaines valeurs du micro-travailleur. Et du coup, à force de dissocier comme ça la tâche de sa finalité, c'est aussi l'un des problèmes de l'éthique du micro-travail.
Et peut-être qu'aujourd'hui, les IA les plus populaires, se nomment Google pour certains quants, ou Siri, Alexa et autres. Est-ce que ce sont pour vous, des intelligences artificielles spécifiques ou bien sont-elles, totalement communes? Alors, c'est dur de parler d'intelligence artificielle commune en ce qui concerne les GAFA, comme Google et Amazon, parce qu'ils ont de telles ressources, c'est-à-dire qu'ils ont des telles masses de données, ils ont des telles puissances de calcul, et il faut le dire aussi, ils ont accès aux chercheurs les plus brillants de la planète, avec des salaires astronomiques. Souvent, ce qu'ils font, c'est difficilement reproductible ailleurs. Donc, il y a un certain nombre d'initiatives en France pour produire des modèles, des réseaux de neurones qui sont de la dimension de ce que peut produire Google. Et je pense que ça peut donner des choses très intéressantes. Mais c'est des initiatives au niveau national, au niveau d'un pays. Alors que pour concurrencer ce que peut faire une entreprise comme Google. Et vous, Pauline, sur les plateformes, justement, l'émergence de ces plateformes est devenue un vrai champ de recherche, hein, qu'il y avait pas quand on s'est, connus en 2012. Dans le prochain épisode, on va recevoir, Anne Jourdain qui a travaillé sur Etsy, hein, la plateforme de confection, fait main. Comment on s'intéresse à ces nouvelles plateformes, à ce qui se passe sur internet? Alors à l'IRISO, hein, qui est le laboratoire de sciences sociales de Dauphine, il y a un pôle important en sociologie du travail. Et donc, on était un certain nombre à s'intéresser à ce que font les plateformes au travail. Et du coup, on a répondu à l'appel de l'ANR, hein, et on a monté un projet qui s'appelait le projet CAPLA pour travailleurs du capitalisme de plateforme. Et ce projet CAPLA vient de se terminer, hein. Il était dirigé par Sarah Abdelnour et il réunissait une série de collègues qui travaillaient sur des travailleurs de plateforme. Alors ça allait des chauffeurs Uber aux micro-travailleurs de Full Factory, en passant par les vendeuses Etsy ou encore les livreurs Deliveroo. Donc la question qu'on s'est posée collectivement, hein, c'est d'essayer de comprendre ce qui se joue autour de ces plateformes de travail et évidemment la question de la régulation qui, pour l'instant, est encore en construction. Voilà, que l'on essaiera d'aborder justement également, avec Éric Brousseau, dans un mois. Yann, Pauline, pour essayer de chercher quelques perspectives, hein, d'un point de vue à la fois technologique et sociologique, comment voyez-vous à la fois le présent, mais aussi l'avenir de l'intelligence artificielle, hein, qui a tellement été dans ce domaine du fantasme et de la science-fiction, maintenant qu'elle est là? Comment la voyez-vous dans 2, 5, 10 ans? Et à quoi pouvons-nous nous attendre, Pauline? Alors, que va devenir l'intelligence artificielle? Je serais bien incapable de le dire, hein, et je pense que Yann sera plus à même de faire de la prospective sur la question. Moi, comme sociologue, je pense que mon message essentiel, ce serait de garder encore la tête froide sur ces questions d'intelligence artificielle et de ne pas céder à tout déterminisme technologique qui consisterait à penser que voilà, les machines vont nous échapper, soit pour le meilleur, soit pour le pire. Je pense que voilà, on est dans des logiques de ce qu'on appelle les réseaux sociotechniques, hein, avec des humains et des machines qui s'articulent. Et donc, je pense qu'il faut continuer de suivre le développement de l'intelligence artificielle avec sérénité, mais avec le souci de maîtriser les choix qui sont faits, les choix techniques, qui sont toujours des choix aussi politiques, et donc d'avoir en tête d'accompagner les décisions qui entoureront l'intelligence artificielle à l'avenir. Yann? Alors déjà, au niveau technique, les prédictions sur ce que sera l'intelligence artificielle dans 10, 15 ou 20 ans, mes prédécesseurs en ont fait plein et en général, ils étaient totalement fantaisistes, donc je mettrais bien de le faire. Mais en revanche, je voudrais dire que sur l'intégration dans la société de l'intelligence artificielle, moi, je suis très optimiste. Très optimiste parce que d'abord, je vois que la société, nos démocraties, vraiment embrassent ces questions-là. Par exemple, sur les questions des données avec la RGPD. Vraiment, le législateur s'intéresse de très très près à ce qu'il autoriserait ou pas une IA à faire dans notre société. Donc ça, je trouve ça vraiment très enthousiasmant. Et ensuite, l'IA fait un petit peu peur de par son omniprésence et le fait qu'elle se répand dans toute la société. Par exemple, on parlait il y a quelques années de justice prédictive, on en parle encore. Il s'agit d'utiliser les algorithmes pour tenter de prédire si quelqu'un va récidiver ou pas. Donc c'est très utilisé aux États-Unis, en particulier en Floride et dans l'État de New York.
Et ça peut paraître à première vue comme une abomination, mais moi je vais vous dire pourquoi ce genre de choses, et plus généralement les algorithmes dans la société, je pense que ça peut être une chance. Parce que donc ces algorithmes-là, on a vu qu'ils ont un certain nombre de biais négatifs envers certaines minorités, de la même façon que les humains, les juges humains, ont eux aussi des biais négatifs envers d'autres minorités, pas forcément les mêmes. Et l'opportunité qu'on a avec les algorithmes, c'est d'expliciter ces biais, de les contrôler, de les vérifier et peut-être de les réduire. Alors que pour les humains, c'est par essence beaucoup plus compliqué parce qu'on peut pas intervenir sur un humain comme on peut intervenir sur un algorithme. Voilà, donc moi, ce que je voudrais dire, c'est les algorithmes et l'IA qui sont absolument omniprésents dans la société. Les démocraties ont un devoir de les contrôler de très très près et peut-être d'imposer certaines règles qu'on peut imposer à des machines et qu'on ne peut pas imposer à des humains, comme par exemple de maîtriser les biais des décisions sous-jacentes. Voilà. Voilà, nous allons nous quitter sur cette pensée. Peut-être qu'une IA pourra, dans 10 ans ou 15 ans, limiter les discriminations. Ça n'apparaît pas si fou. Voilà, écoutez, rendez-vous dans un mois. Merci Pauline Barraud de Lagerie et Yann Chevalère pour vos réflexions et pour vos remarques. Merci beaucoup. Merci. C'était Ex Machina, l'ère des algorithmes, épisode 1. Un podcast de Dauphine Numérique pour une approche réflexive sur l'intelligence artificielle. Il a été conçu par un comité de pilotage composé de chercheurs en IA, en management, en journalisme, dans le cadre du projet de recherche Dauphine Numérique. Merci aux humains de ce comité, Jamal Latif, Solange Clétoguénez, Pascal Guéné, Pierre Laniré. Merci aussi à Valérie Bouba pour le support. Merci à l'humain Aurélien Thom, ingénieur du son, également au montage, au mixage et à la musique. Ce garçon est magique et les machines lui obéissent. Dans le prochain épisode du podcast Ex Machina, nous irons encore plus loin dans notre exploration de l'ère des algorithmes automatiques. Nous accueillerons Éric Brousseau et Anne Jourdain pour aborder l'épineux problème de l'économie des nouvelles plateformes utilisant ou dépendantes des algorithmes. Nous parlerons d'ubérisation, des nouvelles formes de travail, mais aussi de nouveaux modes de consommation. Et nous verrons ce qui se passe quand vous achetez ce joli petit badge du Mandalorien fait main sur Etsy. Pensez à connecter avec Dauphine via nos réseaux sociaux. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et surtout à mettre plein d'étoiles. Ça donnera à manger à l'algorithme qui rendra Ex Machina plus visible. Et oui, car notre but ultime, comme les IA dans les films, est de conquérir le monde. Sinon, pensez aussi à connecter avec des êtres humains. À bientôt, dans un mois.